Donc Tinam, bonsoir et re-bienvenue sur le live. Eh ben, merci de m'inviter à nouveau, ça fait plaisir. On s'était vu il y a, je sais même plus, il y a un mois, 2 mois peut-être, un truc comme ça, pour parler de ton œuvre en général. Je crois que c'était il y a un petit peu plus longtemps Un que peu ça. plus longtemps, ouais, ouais, mais tu sais, à mon âge, on a Ouais, ouais, tendance quand à... même, je crois, je sais plus à peu près à quelle période c'était par rapport au dernier Sadik Master Festival, justement, mais je crois qu'il y avait quand même plus, ouais, 4 5 mois que 2 3 mois, je pense. Ok, bah écoute, le temps passe vite. J'ai dit, plus on vieillit, plus on étale les distances un petit peu comme ça. Et ben cette fois, aujourd'hui, je te reçois pour parler de la 10e édition du Sadik Master Festival à Paris, les 7, 8 et 9 mars. Tu nous rappelles le lieu? Oui, c'est toujours depuis donc la seconde édition au cinéma Les 5 Comartins, c'est juste à côté de la gare Saint-Lazare en plein Paris, donc c'est vraiment bien situé. Ok, ok, ok. Bon, comme je vous l'ai dit déjà, les amis, j'y serai cette année. L'année dernière, j'ai pas pu y aller pour des raisons indépendantes de ma volonté, due à une épouse un peu casse-bonbon. Mais cette année, j'y serai, quoi qu'il arrive, sauf si on est vitrifié sous les bombes nord-coréennes, mais ça m'étonnerait. Enfin, après, on n'est pas à l'abri, mais. Et c'est pour ça. Bonsoir Albaflor, bonsoir, bonsoir. Je viens pour la première fois, mais bienvenue à toi, installe-toi. Ah, mais, je sais qu'il y a Mbafior, je sais qui c'est. C'est un ami. Ah bah écoute, les amis de mes amis sont mes amis. Salut Alex. Mikasa et tout ça, tout ça. Mais bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Caro, pas du tout, mais le retard, non, 11 minutes, c'est rien du tout. T'es presque en avance. Donc bah écoute, je vais te laisser présenter un peu la ligne générale du festival, ce qui s'y passe, ce qui s'y fait, à qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas. Et après, on parlera un peu de la programmation, on parlera un peu de ce qui va s'y passer. Bonsoir Angélique et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bah écoute, je te laisse la parole. Vas-y, essaie de nous présenter, essaie de nous faire un teaser parce qu'il y a d'abonnés qui connaissent pas encore. Certains y sont déjà allés, je pense, mais certains ne connaissent pas. Donc à toi la parole. Ok, ouais, bien sûr. Donc, alors, le Sadik Master, c'est une déclinaison directe de l'entité Sadik Master, enfin, le festival Sadik Master. Donc, au départ, c'était un site consacré au cinéma de la grande extrême, un média, et ça s'est décliné sous différentes formes. Et maintenant, depuis donc bientôt 10 ans cette année, c'est un festival qui est international parce qu'on a des invités un petit peu du monde entier qui viennent, on a des films du monde entier, enfin voilà. Et notre spécialité, donc, c'est le cinéma underground extrême. On diffuse plus ou moins les films les plus déviants, extrêmes et bizarres sur grand écran, donc depuis 10 ans, avec joie et bonne humeur. C'est aussi un grand rassemblement de tous les freaks, on va dire, de France et d'ailleurs, parce que le festival s'internationalise de plus en plus, on a beaucoup de germanophones, notamment des Autrichiens, des Allemands qui viennent. Donc voilà, et sur place, en fait, vous pouvez venir voir des films, ça dure le temps d'un week-end. On a des stands, justement, Alexandre aura un stand cette année avec Nico de Camion Noir, qui est un régulier de l'émission. Et voilà, donc on diffuse des films horribles, on a des invités tout aussi horribles. On a un jury, on a place un bar. Enfin, c'est vraiment une ambiance festival, c'est-à-dire qu'on va pas juste voir son film et on repart. Il y a vraiment, il y a tout le temps une vie, il y a tout le temps des activités, des animations et voilà. Et donc cette année, on fête notre 10e édition et c'est assez incroyable dans le sens où le festival fonctionne sur pas grand-chose, ne dispose d'absolument aucune subvention et d'aucun mécénat et rien du tout en fait. Donc vraiment, il s'auto-alimente tout seul donc voilà Donc un petit peu. vous vivez uniquement sur la vente des billets, sur la billetterie et produits dérivés si vous en avez. Il y a pas de partenariat par exemple avec des marques, des éditeurs, des trucs comme ça. Non, 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 pas du tout. On a des partenariats, mais c'est plus des petits partenariats Salut chaton. promotionnels qui durent depuis des années. Parfois, il y en a, ça se réactualise pas forcément. Il y en a des nouveaux qui viennent, mais pas Oui, vraiment, pas de vrais partenariats après financiers ou autres. Donc c'est pour ça. Et en fait, le festival effectivement survit sur du coup les places vendues et un petit peu tout ce qui va autour, donc le merch, le bar, les différentes choses.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'à côté, la distribution de DVD Sadik Master s'alimente de plus en plus, qu'on a créé il y a un certain temps, en fait, les deux s'auto-alimentent un petit peu, donc ça permet d'avoir une trésorerie un petit peu plus solide, on va dire. Donc le festival alimente la distribution alimente le festival, et du coup, il y a une économie qui commence à être à peu près viable, on va dire. Ok, bah c'est cool ça. C'est cool Ouais, surtout pour des festivals, alors que je parle que ça soit en musique ou en cinoche, c'est à peu près le même, c'est à peu près le même problème. Surtout sur des festivals qui sont orientés sur des extrêmes, c'est toujours compliqué d'arriver au point d'équilibre. Pour donner un exemple, l'an dernier, il y a eu combien de spectateurs, enfin de visiteurs du moins, pendant le festival? Alors ça c'est un truc qu'on a jamais vraiment chiffré parce qu'en fait on voit plus par rapport aux séances et par rapport à la capacité d'accueil dans la salle en gros, mais on a une salle de 203 places si je me souviens bien, Ouais. et généralement elle est remplie, surtout la nuit du samedi et le vendredi, elle est remplie à je dirais 80-90%, donc c'est-à-dire qu'on a à peu près une moyenne de 180 personnes par séance à peu près. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et au niveau des activités, parce que je sais qu'il y a aussi des activités pendant le festival, l'année dernière par exemple, qu'est-ce que vous aviez eu comme intervenant, comme perf, comme truc, qu'est-ce qui s'est passé autour du festival? Et après on parlera de ce qui va se passer cette année. Bien sûr, alors l'année dernière, il n'y a pas eu en fait, généralement le festival on y diffuse surtout des films. Après, le truc c'est qu'il y a plein d'animations, on va dire différentes, qui sont un peu intégrées dans le festival de manière improvisée ou non, mais il n'y a pas forcément toujours d'événements annexes, comme c'est le cas justement cette année, ou comme ça a été le cas déjà à la quatrième édition. Mais du coup, ça c'est un peu, ça dépend des éditions, mais sinon, il y a toujours un peu des animations sur place, des trucs improvisés. On a aussi, parce que du coup, il y a des films qui sont officiellement annoncés dans la prog, mais à chaque fois, on a par exemple pas mal de petites vidéos surprises, des trucs un peu inattendus, et notamment, généralement, c'est nos amis de Horizon justement, dont je t'avais un petit peu parlé en off, Mhm. qui font ça. En fait, c'est un collectif de potes de Metz et Strasbourg, qui font plein de petites vidéos promo pour le festival depuis la seconde édition en fait, et c'est un peu dans l'esprit du début de Peter Jackson, donc l'esprit un peu bad taste, Branded et tout ça, et c'est en plus sexuel aussi, donc du coup il y a beaucoup de trucs avec du scat, du vomi, enfin c'est un peu, c'est assez dégueulasse, Alors c'est assez, des trucs qu'ils mettent pas sur leur chaîne YouTube, bien sûr. Hein. alors ça dépend lesquels, justement en fait il y a plusieurs chaînes YouTube, mais ça arrive assez régulièrement qu'ils soient strikés. Du coup, il y a des espèces de chaînes backup, enfin c'est assez compliqué, mais il y a pas mal de trucs visionnables de ma part, et ça on les diffuse souvent, notamment les trucs qui sont les plus impubliables sur YouTube, on les diffuse en fait en sorte d'animation, de récréation avant les films. Et justement, j'en Ah, fais aussi, là, c'était l'année dernière, des trailers bis, des alors on petites t'entend un vidéos, petit peu moins. Est-ce que tu pourrais refaire ce que tu faisais tout à l'heure, c'est-à-dire je sais pas ouais, quoi? Ah ben voilà, c'est mieux. ouais. Ah voilà, impeccable. Tu m'entends bien? Ouais, c'est parfait. D'accord, je sais pas trop ce qu'il y a eu, c'est bizarre. Mais voilà, et donc c'est des amis et voilà, donc en fait c'est plein de petits courts-métrages de vidéos humoristiques au trash déviantes, et ils nous ont fait aussi des espèces de trailer bis, c'est C'est ce dont j'allais te parler et je te propose, je vais en passer, je vais en passer un pour que les gens voient de quoi il s'agit. Ça dure pas longtemps, je vous envoie ça tout de suite et on se reprend dans une minute, je crois, ça dure même pas une minute. Salut à toi, jeune Sadik Master. Savais-tu que 95% de la population était devenue des zombies? Tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et continuer à regarder des films gore de merde, pourris de merde à chier sur ton Netflix? Ou commencer très rapidement à devenir un alpha comme moi et peut-être pouvoir assister à des projections en festival? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis et tu auras l'occasion de devenir un vrai sadique, soit tu finis comme David, un Netflix zombie. Bisous. Suis-moi et viens fêter les 10 ans du Sadik Master. Bisous. Et nous revoilà en direct. Voilà ce que je voulais, voilà ce que je voulais vous montrer. Est-ce que tu es toujours parmi nous, Tinam? Oui, mais alors vu que je n'ai pas accès directement au visuel du chat, tu as diffusé quoi? Ah, j'ai diffusé Jeune Entrepreneur. D'accord, ok. Ouais, alors ça
ça c'est vraiment un petit spot, ça c'est des petits trucs faits très rapidement, mais ils ont fait des choses beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus trash. Que je ne peux pas diffuser sur Twitch, j'ai regardé un peu. Aussi, oui. Ouais, c'est un peu le problème. Donc vu que je tiens un peu à ma chaîne, ça fait un an et demi que je la peaufine, que j'essaie de la faire. Bon, ce serait dommage de sacrifier tout ce beau travail sur l'autel de la... Sur l'hôtel de je ne sais pas quoi d'ailleurs, et je vous passerai le trailer aussi du festival. Avant, un peu, ou on voit que je peux peut-être le passer maintenant, puis après on parlera de la programmation de cette année, comme ça on pourra développer. Je vous passe le trailer de l'édition 2025, donc de la 10e édition anniversaire. Allez, c'est parti mon kiki. 10 years ago, I was at the top of my game. It's been 10 years. Et nous revoilà. Bon, je pense que ça vous laisse et nous donne une meilleure idée de ce qui vous attend. Écoute, ça va être le moment de discuter de tout ce qui peut être discutable, c'est-à-dire la programmation de cette année, la programmation des films, les jurés, les membres du jury, ceux qui seront là, qui ont déjà été annoncés, puis tout ce qui va. Bon, on va commencer par la programmation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des films qui vont être projetés cette année? Ouais, bien sûr. Alors, la programmation de cette année a été quasiment intégralement dévoilée déjà sur le site. Il y a juste un long métrage surprise qu'on annonce toujours un petit peu après, qui sera annoncé durant le mois de février, un petit peu plus tard dans le mois. Et les courts-métrages qui seront aussi annoncés un petit peu progressivement. Okay. Mais voilà, donc il y a encore d'autres choses à venir, mais pour l'instant, dans ce qu'il y a actuellement, on a un premier film le vendredi qui s'appelle My Crepitus, I Never Left the White Room, qui est au départ un film, c'était un film scolaire, un film de fin d'études qui en fait a complètement dégénéré et a continué à se faire sur pas mal d'années ensuite, et qui est une sorte de film satanique schizophrène très étrange. De Michael Toshner, c'est le nom du réalisateur. En fait, c'est aussi un des acteurs principaux de August Underground Mordom. Ceux qui connaissent un petit peu la saga August Underground, c'est un petit peu tout underground américain qui a émergé, vraiment hardcore, qui a émergé au début des années 2000. Et donc, ce I Never Left the White Room, en gros, c'est un espèce de trip complètement schizophrène d'un homme qui part avec son psychiatre dans une cellule dont il n'arrive pas à sortir mentalement, et en fait il va finir par se projeter en dehors d'une certaine manière et embarquer son psychiatre dans son enfer. Donc c'est un film très expérimental qui est complètement fou. Il y a des espèces de glitch, de saturation partout. C'est un peu dans l'esprit de... Il y a un côté très ovni en fait, et comme on peut le retrouver dans des films comme Begotten ou le cinéma de Andrei Iskanov. Donc c'est vraiment un cinéma totalement expérimental, surréaliste. Donc ça, c'est le film d'ouverture qui, je pense, risque de mindfucker assez sympathiquement nos spectateurs. Donc voilà un premier exemple. Tu veux que je te fasse toute la programmation? Non, mais parle-moi au moins des trucs les plus marquants, on va dire les films qui t'enthousiasment le plus, et les trucs peut-être sur lesquels tu as eu le plus de mal à avoir accès. Alors le truc c'est que justement, vu qu'on priorise des films vraiment très exclusifs et qu'on n'a pas énormément de place dans la programmation non plus, il n'y a pas tant de séances. Donc en fait au final il n'y a que je crois c'est 6 séances dans tout le festival. Okay. Donc en fait
En soi, on en fait assez vite le tour. Il y a 2 séances le vendredi soir. Donc ce premier long métrage et ensuite une compétition de court métrage avec donc, plein de courts métrages qui seront annoncés bientôt. Après, on passe sur la nuit du samedi. Donc après, on arrive directement sur la nuit le deuxième jour. Et là, il y a 3 films dans la nuit, 3 longs métrages durant la nuit. Et le dimanche, il y a une séance de clôture. Donc en fait, la composition, enfin la programmation se compose un petit peu comme ça. Et là, on a une particularité cette année, c'est que justement au départ, tu parlais un peu des animations, des performances et tout ça. Durant l'après-midi du samedi, sur un créneau d'environ 3-4 heures, on a une espèce, on va dire, un espèce d'événement annexe cette année qui ne se déroulera pas au Sadic Master et qui sera 2 performances très extrêmes sur lesquelles je reviendrai peut-être de manière assez vague plus tard. Hein, ok, qui seront pas sur site, hein, qui seront ailleurs. Hein. C'est ça, exactement. On ne pourrait absolument pas le faire au cinéma, et d'ailleurs on pourrait absolument pas le faire où que ce soit, quasiment sur Paris dans un lieu public. C'est pour ça que c'est dans un lieu privé et avec une sorte de cooptage un petit peu, parce que aucun endroit public quasiment accepterait qu'on fasse ça ouvertement. Oui, je connais pas encore la teneur de la performance, mais quelque chose me dit que je comprends pourquoi. ok. Donc il y a combien de films en programmation en tout, enfin de long métrage? De long métrage, du coup, il y en a 5, dont un qui est un documentaire, le film de clôture. Donc en gros, je peux te résumer très rapidement, mais au début de la nuit, donc le premier film d'ouverture, c'est un film qui s'appelle Reality Killers, qui à la base était terminé en 2005, mais qui en fait n'est jamais sorti, et c'est toujours heurté un peu à une sorte de censure. Le film était un peu maudit apparemment, et c'est un délire un petit peu justement à la Poughkeepsie Tape, August Underground et tout ça. Qui n'est jamais vraiment sorti. Pour l'instant, personne connaît ce film. Je pense que c'est le film peut-être le plus anonyme de la programmation. Et ça sort un peu de nulle part. Ils ont voulu nous sortir en Angleterre et le film a été banni par la BBFS. Donc interdiction sur le territoire anglais de sortie. Parce qu'ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas l'interdire aux moins de 18 ans à cause du contenu qui était intégralement extrême pendant tout le film. Donc ils disent en fait ils peuvent pas le couper. Ils peuvent rien couper parce que s'ils coupent, ils coupent tout le film. Oh, d'accord, oui, je vois. Donc il est banni d'Angleterre et il va peut-être être d'ailleurs, on verra, mais en attendant, nous, du coup, on diffuse un peu en exclusivité, sortie de nulle part. Donc ça, ce sera la séance de vendredi. Le vendredi, qui s'appelle Reality Killers. Ensuite, c'est un film italien de Poison Rouge et Domiziano Cristofaro qui reprend l'histoire de Randy Kraft, le tueur en série, avec un autostoppeur un homme qui recherche des autostoppeurs pour les tuer. Donc, le scénario est assez simple, mais en fait, ça mise surtout sur une mise en scène du meurtre très, très graphique, un rapport au corps, quelque chose de très sordide dans une espèce de voiture. Sur une route déserte en campagne, enfin c'est très gros comme truc et c'est assez viscéral parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on avait diffusé lors de la 3e édition qui s'appelait Sacrifice, où il y avait justement des scènes très extrêmes de mutilation génitale, ce genre de choses, des tortures assez hardcore, et c'est la torture très viscérale, vraiment en gros plan et tout ça, et c'est le genre de film où parfois les gens font des malaises, justement Sacrifice, le film de la même réalisatrice, Poison Rouge, c'est une femme, qui avait été fait qu'on avait diffusé à la 3e édition. Ce film-là avait causé 3 malaises dans le festival. Cool, voilà. On va battre le record cette année. Ah tiens, justement, il y a quelqu'un qui s'en souvient bien dans le clavardage, d'accord. Oui, en fait, Ambafior, c'est un des personnages haut en couleur du Sadic Master Festival qu'on surnomme le pervers. Donc voilà, c'est un ami qu'on surnomme le pervers. Ouais, formidable. Ce nom. Et donc voilà, il fait partie des personnages emblématiques, on va dire, du festival dans les spectateurs, parce que même les spectateurs font un peu l'animation à leur façon, quoi. Donc voilà. Salut à toi. Bon, on s'y verra sûrement alors. Mais c'est super alléchant. Tu me parlais d'un documentaire aussi pour clore le festival. Donc effectivement, il y a un film surprise donc à la fin de l'année que je ne dévoile pas pour l'instant. Non, mais bien sûr. Il me sera un peu après, et donc le film, effectivement, le documentaire à la fin, en programmation le dimanche, s'appelle Underground Bricks, qui d'un certain Juval Barlon. C'est un Suisse germanophone, et du coup c'est un documentaire en fait sur le cinéma underground extrême allemand, vraiment dans toute sa confection en fait, et c'est assez, d'ailleurs c'est vraiment en fait
il y a un contraste qui est assez étrange avec les documentaires là-dessus, c'est qu'à la base, on m'avait au départ proposé, mais finalement le film va avoir une avant-première dans un plus gros truc, un making-of, enfin un documentaire sur A Serbian Film. A Serbian Film, qui est un film très connu et tout. Et j'ai regardé le documentaire sur A Serbian Film en me disant, ouais, ça peut être cool pour le festival, effectivement. Et en fait, pas tant que ça, parce que en fait, le documentaire montre certes les coulisses d'A Serbian Film, mais en fait, on voit qu'A Serbian Film était un film très professionnel et presque mainstream dans sa confection. Ce qui est assez étrange parce que quand on voit un film, on se dit bon, certes, il y a du budget, il y a de l'acting, on voit que c'est une grosse production, mais quand même, c'est un film extrême. Mais en fait, dans la confection du film, pas tant que ça. Et je me suis dit, bah en fait, c'est marrant parce qu'un documentaire sur un si extrême que la Serbian Film n'aurait presque pas sa place dans le festival. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu montres. Alors que du coup, ce fameux documentaire Bennett Underground reprend plutôt toute une tranche vraiment underground du de ce qu'a fait. T'es en train de repartir niveau son. Est-ce que tu pourrais refaire 1, 2, 1, 2. Ouais, bah c'est bon. Ah non, attends, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Ah bah c'est mieux, ouais, c'est bon. En fait, par moment, tu pars comme ça, on dirait qu'il y a une vague qui arrive doucement, et puis chut, ta voix s'en va avec la vague. C'est joli. Mais c'est pas très technique, par contre. Ok, ouais, c'est mieux. C'est mieux. D'accord, bah là c'est bon du coup. C'est bon, c'est revenu comme tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Ok, je disais donc oui, Underground Breeze du coup est un documentaire vraiment sur toute tout le microcosme le plus extrême du cinéma underground allemand. Il découle directement de ce que fait un petit peu Marianne Dora et tout ça, donc c'est du cinéma où justement quand on évite de faire trop de trucage, on n'a pas les moyens, donc si on fait du vrai, bah on fait du vrai. Ça est-ce que c'est légal, ça est-ce que oui, non, bon, on sait pas trop, et du coup le film joue beaucoup sur toute cette espèce de dualité morale, sur jusqu'où on va quand on fait du cinéma underground extrême et qu'on adopte un petit peu la ligne morale de cinéastes comme Marianne Dora qui pas beaucoup de morale, si ce n'est qu'ils la rejettent complètement et qui ne lui donnent aucune place dans leur cinéma, et du coup c'est un petit peu à la lisière entre le mondo et tout ça. Il y a souvent des actes réels dedans, différentes natures, mais qui étaient évidemment très subversifs. T'es en train de repartir, zut. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bins? C'est étrange. Ouais. Est-ce que tu as un autre appareil à côté? Ça me fait un peu penser à une espèce de... Non, ça me fait penser à rien en fait, à part à une vague qui emporte ta voix au loin. Ouais. Ah ben là voilà, hop, nickel, parfait, comme au début. C'est étrange. Je pense qu'en fait, tu en cachette, tu fais un truc qu'il faut pas faire. Alors arrête tout de suite. Non, voilà, un peu. Ah ben c'est très bien là. Ok, bon. C'est très bien. Oui, mais je vois tout à fait ce dont tu veux parler. J'avais eu la surprise moi aussi de voir le manque le manque de documentaires et de making-of qu'il peut y avoir sur le vrai cinéma underground, notamment le cinéma. Moi, je me souviens avoir été un grand fan à l'époque de Action Film, des films de Jörg Buttgereit par exemple, et ne pas avoir pas pouvoir trouver la moindre information sur à part acheter les cassettes vidéo dans Mad Movies, à la dernière page, le catalogue de dernière page de Mad Movies dans les années 90, 11, 12 là. Il y avait eu un documentaire Corp Fucking Art sur le cinéma de Buttgereit. Alors qui est sorti après, non? Oui, un peu après les films forcément. Ouais. Ouais. Oui, je veux dire qui est sorti plutôt dans les années 2000, j'imagine. Je sais plus exactement la date de sortie, j'avoue. Parce que c'est vrai que là, moi quand j'ai acheté les films quand ils sortaient, c'était quoi? C'était Axan ou Axan Film qui est sorti? Ouais, c'était Axan Film. Axan Film. Ouais, Axan Film, ils avaient fait des VHS de Nécromantique. Ouais. Moi j'ai acheté les VHS sur sur les pages catalogue en fait de Mad Movies, et c'était hyper difficile parce qu'il n'y avait pas de livret avec, il n'y avait que dalle, donc c'était très compliqué. J'avais réussi à avoir des informations parce que je finissais les Beaux-Arts à l'époque à Angoulême, et j'avais des Allemands dans notre classe, c'était une école un peu internationale, et qui avaient réussi à m'avoir des machins. C'était extrêmement difficile, et j'ai toujours été très friand, on va dire, de doc et de making-of de toute cette histoire du cinéma super underground, on va dire occidental, parce qu'au Japon c'est impossible à trouver quasiment, mais bon.
Rares sont ceux qui ont des bonus dans les Blu-ray. Oui, c'est ça. C'est que même dans les DVD, quand il y a eu des films de ces années-là qui sont ressortis en DVD, c'est très 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 rare d'avoir du bonus, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Parce que je pense tout simplement que il y avait peut-être pas non plus de copains à côté avec une deuxième caméra pour filmer les conneries qu'ils étaient en train de filmer, tout simplement. Déjà qu'il n'y avait pas de budget pour une seule caméra, j'imagine que c'est surtout à cause de ça, non? Ouais, après, parfois, c'est pas forcément des making-of, mais des fois, il peut y avoir des choses, des bonus à retardement sur un film ou des documentaires après dans les nouvelles éditions et tout ça, ça peut arriver. Oui, c'est ça, mais après, il y a des... Moi, je sais, j'ai reparlé de... Alors, ça n'a rien à voir... Enfin, si, quelque part, mais de Cannibal Holocaust avec un client, là, il y a pas longtemps, qui venait de s'acheter du merchandising sur Internet, enfin, bon, peu importe. Et je lui parlais du documentaire. Alors, je sais plus, il est disponible, mais je sais plus sur quelle plateforme. Peut-être que tu pourras me le dire. Quel documentaire? Un documentaire sur Cannibal Holocaust qui est sorti il y a quelques temps déjà et que j'ai vu moi sur une plateforme il y a un an, je sais plus sur quoi c'était, qui était disponible. Je crois voir duquel tu parles, mais je ne sais pas vraiment, j'avoue que je l'ai pas spécialement suivi, mais j'ai entendu parler de ce documentaire, ouais. Et après, j'ai été super déçu parce que finalement, il n'y a pas grand-chose sur le tournage du film. Il y a beaucoup de choses autour du film. Sur les polémiques, sur les fausses disparitions, les fausses morts, les machins, les fausses morts réelles, enfin bon, on va pas revenir 50 fois là-dessus, mais bon. Je sais que justement le cinéaste Marijn Dora, dont Cannibal Holocaust est un des films préférés, fait un documentaire sur Cannibal Holocaust. Mais alors, je crois que ça n'est pas sorti. Non, parce que ça, non, ça va me revenir. Mais je sais qu'il était dispo il y a un an ou deux sur une des plateformes de VOD. Je sais plus laquelle c'était. Je sais plus. Filmo TV, Shadow. Non, non, Shadow c'est plus récent. Filmo TV peut-être. Ouais, peut-être. Quelqu'un m'avait. Viola, tu me dis Cannibal Holocaust, c'est un inoubliable BO. Ah oui, clairement. Ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, on pouvait voir qu'une version... C'est ça, magnifique musique qui colle tout à fait à l'ambiance générale du film. Resort Finale, ouais. Oui, il y a même un clip qui... sur la cassette vidéo que j'avais volée, alors ne faites pas ça, hein, que j'avais volé au vidéoclub à l'époque, qui louait une version totalement coupée du film. À la fin, justement, il y avait un morceau de making of de la musique de Les Ortorani, et c'est le seul truc que je connaissais du tournage. Voilà. Et la BO du dernier monde des cas. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. J'aimerais bien essayer de trouver des compiles d'ailleurs. Comme ça, quand je travaille, j'essaie toujours de trouver des morceaux inspirants. Et qu'est-ce que je fais moi ? Et malheureusement, ouais, à l'époque, la version qu'on trouvait dans les vidéoclubs et un peu partout, c'était une version extrêmement tronquée. J'ai découvert la véritable version, en arrivant au Japon, en VHS, enfin pas en VHS, mais en cassette, quoi. Et j'ai été extrêmement surpris des morceaux, enfin des passages qu'ils avaient coupés pour la version européenne. C'était pas forcément les passages auxquels on s'attendait, donc je sais pas sur quoi était basée la censure dans ces années-là, mais bon, je raconte ma vie, excusez-moi. Non mais c'est marrant de voir que du coup il y a une censure qui est pas forcément très logique. Elle était complètement illogique, il y avait beaucoup plus de censure sur la nudité que sur la violence par exemple. Selon les pays, il y a justement des pays qui sont plus sensibles là-dessus aussi, peut-être pour ça. Oui, ça j'imagine. J'imagine que là, comme c'était pour la version européenne, je pense qu'on avait à peu près tous le même standard à l'époque. Il devait y avoir des pays, peut-être, par exemple au Vatican, peut-être que le curé qui louait Cannibal Holocaust, il était plus sensible à la nudité, je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Il doit certainement y avoir une explication très logique, bien sûr. Un groupe de hip-hop très alternatif avait samplé la mélodie. Ah ouais. Alors... Ça pourrait être Seth, le rappeur Seth, je sais pas si tu connais. Non. C'est un rappeur de Bordeaux qui au tout début, j'aime beaucoup moins ce qu'il fait maintenant, mais c'était un rappeur qui était spécialisé il avait
C'est un petit peu inspiré de ce que faisait Necro aux États-Unis, c'est-à-dire il avait fait du horrorcore, donc c'est en gros du rap, mais sur tout ce qui est thématique, film d'horreur, tueur en série, occultisme, et il y avait des trucs vraiment cool, et il y avait notamment des albums qui s'appelaient Innocent des Innocents, Inferno et tout, donc c'était très référencé au Geno, au cinéma italien, cinéma bis et tout, et c'était très très cool, donc je sais pas si c'est lui, je sais qu'il a samplé pas mal de trucs de films d'horreur, donc c'est possible. Ouais. Alors là, je connais le seul groupe qui s'appelle 7 qui vient de Bordeaux que j'ai connu, c'était pas du rap. Mais d'accord, non, c'était pas le même, dit Viola. Ok, bah écoute. Okay. Mais ouais, mais il y avait eu le projet, un projet parallèle aussi. Comment il s'appelait, un groupe de death metal, c'était Necrophagia, je crois, qui avait. J'ai leur DVD d'ailleurs dédicacé. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est chez ma mère. Ouais. Ouais. Et j'avais adoré ce machin, ça faisait partie des trucs qui me régalaient à l'époque parce que c'était tellement, c'est une époque où le cinéma d'horreur m'emmerdait un peu, pardon pour la trivialité de ma sincérité, mais et là j'aimais beaucoup ce qui était en train de se passer, c'était vraiment c'est justement Tinem qui m'a fait connaître. D'accord, ok. Non, bah, moi je connais pas du tout, j'irai jeter un coup d'œil. Alors même si ma réticence au hip-hop risque de me donner des érythèmes fessiers, on ira quand même voir. Ah oui, avec le Dinosaure, je connais aussi, ouais. D'accord, ok. Oui, j'avais un de mes élèves, par internet là qui écoutait ce. D'accord. Oui. Ok, oui, je parle beaucoup de ma vie, je suis désolé. Du rap misanthrope. Ok. Et tu vois, justement, lundi, je parlais du groupe Misanthrope. Comme quoi tout est lié, ça commence à me faire flipper tout ça. Est-ce que ce serait la fin des temps? Peut-être bien. C'est le rappeur Fuzati, membre du Club de Loc, qui a samplé le titre de L'amour à la haine du film Cannibal Holocaust. D'accord, ok. Ok, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes des encyclopédies vivantes, et j'espère pour longtemps. Enfin, vivant, je veux dire, pas encyclopédique. Merci, écoutez, merci pour tous ces renseignements. Donc on va continuer sur la programmation. Il y a donc une compétition, j'imagine, pendant le festival. C'est ça, effectivement. En fait, tous les films, tous les longs métrages, sauf le documentaire, du coup, parce que c'est un format un peu différent, sont en compétition. Donc en fait, il y en a 4 qui sont en compétition. Et voilà, donc c'est ceux que j'avais mentionnés, avec le film surprise qui n'est pas encore. Et donc tous ces films sont en compétition et vont être soumis à un vote du jury et du public. Donc vote du public, les gens votent de 1 à 5 à la sortie de la séance et après on fait une note moyenne et le film le plus élevé forcément l'emporte. Et du coup c'est un vote suite à la délibération du jury. Donc on a 3 membres du jury et chacun délibère et il s'accorde sur un film qu'ils choisissent. D'accord, ok. Tu m'as parlé même plusieurs fois du jury qui va être là pour juger les films, le jury pro. Est-ce que tu peux nous dire qui va en faire partie ou est-ce que c'est encore top secret? Non, ça a été annoncé, c'est bien inscrit sur le site, ça fait partie des premiers trucs que j'ai annoncé un petit peu, donc non, en plus ce qui est bien c'est qu'on a un jury international, déjà on a une française, donc une des rares femmes qui est vraiment intéressée autour de l'univers Sadik Master, qui travaille autour un peu des sujets, des thématiques en commun avec nous, elle s'appelle Clara Sebastiao, elle est auteur et archiviste et elle anime des animations sur justement le cinéma érotique, le cinéma bis et donc voilà, elle gravite beaucoup autour de tout cet univers, donc c'est intéressant d'avoir une femme qui est intéressée par ça et qui est très réceptive à ce qu'on propose chez Sadik Master, parce qu'en fait même parmi les femmes réalisatrices que j'ai contactées à certains moments justement pour se dire ça peut être sympa d'avoir une pluralité des genres dans d'avoir des femmes et en fait il se trouve que la plupart des femmes réalisatrices de films d'horreur n'aiment pas regarder des films d'horreur extrêmes. Ok. C'est un peu embêtant. Ça a été le cas par exemple de Marina de... J'adore le cinéma. Je sais pas si tu connais, qui avait fait Dans ma peau. Oui, bien sûr. Mais et là, alors, refais le truc magique que t'as fait il y a 5 minutes, parce que là tu repars. Voilà, c'est bon. Je bouge mon micro. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ok, je bouge juste mon micro, mais. Non, mais c'est peut-être un quart de millimètre qui fait que. Voilà. Donc vas-y, je t'en prie, on t'entend. Je parlais donc de Marina Devan, je ne sais pas si tu connais, qui a réalisé Dans ma peau, notamment, qui est assez controversé. D'ailleurs, je dis souvent que Grève de Julien Ducournau est une sorte de Dans ma peau pour MTV. Oui, c'est.
Et voilà, donc par exemple, j'avais proposé à Marina Devan, je me suis dit, bah, par rapport à ce qu'elle a fait, même ce qu'elle écrit, elle avait écrit sur le cannibalisme et tout, sur l'autophagie, enfin des choses assez. Bah, je pense elle va aimer ce qu'on propose, et elle m'a dit qu'elle n'aimait pas regarder des films extrêmes sur. Bon. Ah, ok, Dommage. ouais, bah oui, ok, j'arrive à concevoir le truc, et ça arrive dans d'autres types de médias aussi, mais... Ok. Et donc voilà, et ensuite pour le reste du jury qui est international, on a Laurence Harvey qui est, bah, je pense que Oui, tout le monde connaît à connaît peu peut-être près. pas son nom d'acteur, mais tout le monde sait qui c'est. C'est l'acteur principal de Human Centipede 2 et 3 du coup, il joue aussi dans le 3. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, qui est devenu assez culte et qui joue le tueur, qui est un fan du premier Human Centipede et qui continue les projets de ce grand chirurgien de manière très très approximative. Ah Et, oui, c'est moins qu'on puisse dire. et voilà, donc ça c'est donc on a Laurence Harvey qui est assez francophile d'ailleurs, qui est déjà venu quelques fois dans des festivals en France et qui aime beaucoup la France et les Français. Et qui est vachement sympathique, parce que c'est ce que je te disais, on se suit mutuellement sur X et sur je sais plus quoi encore. Et ça nous est arrivé juste, bon, bah, rien d'énorme, hein, mais juste d'envoyer des petits commentaires sous telle ou telle image de film. Et c'est vrai qu'il a l'air d'être assez ouvert sur tout ce qui se fait. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Ouais, c'est quelqu'un de très sympathique que j'ai pu rencontrer donc dans pas mal de festivals et ironiquement c'est lui où j'ai passé le plus de temps avec lui, c'était un festival en Hollande et pas en France. C'était le Bud Film Festival, on avait beaucoup discuté là-bas et tout, enfin voilà. Et donc bah je voyais qu'il suivait Sadik Master, qu'il avait un intérêt pour ça et tout, donc je lui ai tout naturellement proposé et il a accepté, donc ça va être assez génial parce que je pense que c'est l'endroit en France, peut-être même un des endroits en Europe où il y aura le plus de fans au mètre carré dans le Il y a festival. des chances, ouais. Donc c'est assez génial quoi qu'on l'ait parmi nous. Ça va être Donc, Brad Pitt au Festival de Cannes, là, quand il va arriver. Hein. Ouais, le vrai ou le faux? Ah, je préférais que ce soit le faux, personnellement. Je rêve de le rencontrer, moi. Bois de Pitt. Monsieur Bois de Pitt. C'est mon rêve, ouais. Non, c'est bon. Mais, donc voilà pour notre jury. Donc et ensuite il y a un troisième pardon membre du jury qui est Michael Toschneider, donc Michael Magott, qui est donc un réalisateur américain qui réalise justement le film Mike Repetitive qu'on diffuse le premier jour. Donc alors effectivement il fait partie du membre du jury et il a son Et il est en compétition. compétition. Ouais, délit d'initié, tout ça. Mais ça, on va se débrouiller, il y a pas de souci là-dessus, de toute façon, ils sont trois. Ok. Mais voilà, et donc lui vient des États-Unis et fait partie, comme je disais, de la sphère un peu émergente des années 2000, du cinéma extrême aux États-Unis et tout ça, des films vraiment Augustin, tout ça. Il avait notamment réalisé aussi un des segments les plus extrêmes de la fameuse anthologie Profane Exhibit, Ok. qui est une grande anthologie de cinéma extrême qu'on avait diffusée il y a 2 ans, il me donc il y avait. Après, il vient des États-Unis, donc. Ah, tu t'en vas, attention. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bizarre, c'est vraiment étrange. Et donc il nous vient des États-Unis, donc pas tout près. Voilà, il va et c'est pareil, il a une assez grosse fanbase. Bah, c'est un réalisateur, donc du coup les gens le reconnaissent moins que Ah, acteur. tu t'en vas. Ah mince, c'est embêtant. Oui, à qui le dis-tu? Ouais. Tu m'entends bien? Ouais, là c'est redevenu parfait, tu vois. C'est vraiment étrange. Ouais. C'est la magie du direct, ça. Non, mais ça va. Là c'est bon. Si tu bouges plus, cale-toi, bouge plus. C'est parfait. Ok. Je disais donc oui, donc c'est un réalisateur qui a une certaine fanbase. Alors après, c'est pas un acteur, donc du coup les gens le reconnaissent peut-être moins physiquement. Mais même s'il joue dans ses films, il joue dans ses films quand même. Il fait en fait un peu tout dans ses films. C'est ça qui est assez fascinant chez ce fameux Michael Schneider, c'est qu'il fait tout en fait. Il fait la musique, la composition, la photo, il joue, il monte, vraiment c'est assez impressionnant quand on voit la maîtrise de cinéma de manière générale. Et voilà, donc lui il vient des États-Unis, Laurence Harvey il vient d'Angleterre, et du coup Clara Sebastiao de France. Donc ouais, ce sera notre jury qui va cette année délibérer
autour des films du festival. Ah mais c'est chouette ça c'est très très bien. J'aime bien le principe en plus d'inviter des gens de la profession et puis surtout peut-être d'ouvrir un peu le festival. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent le festival et le genre, ou est-ce que c'est vraiment une bande de fondus qui connaissent tout par cœur? Est-ce qu'il y a des curieux qui viennent pour découvrir, ou est-ce que ça s'adresse vraiment à un public d'initiés? Alors disons qu'il y a une fanbase de base qui est là depuis plus ou moins le début. Et il y en a qui viennent s'agrémenter au fur et à mesure, mais qui connaissent déjà très bien tout ce cinéma et qui viennent s'agrémenter un peu à tout ça. Donc effectivement, il y a ceux qui connaissent très très bien, et c'est là aussi où tout mon défi rentre en jeu, c'est de réussir à trouver des films que même ceux qui connaissent tout n'ont pas vu. Donc ça c'est quelque chose qui ça fait partie un petit peu du défi du festival, et du coup j'essaie tout le temps de rendre le festival assez attractif en proposant des exclusivités à des initiés, quoi. Donc là ça permet d'avoir quelque chose d'inédit, de rare, de bizarre, et je pense que ça donne un peu un côté unique du festival, quoi. Et voilà, donc effectivement on a vraiment une base d'initiés, et après chaque année de plus en plus, on a toujours des nouveaux qui viennent et qui ensuite peuvent justement devenir des réguliers par la suite, parce que ils ont pris au truc, ils aiment l'ambiance, et voilà, et parfois ils viennent vraiment d'un petit peu nulle part. Je sais qu'une fois il y a quelqu'un qui est venu de la part de ma coiffeuse. Ok. Improbable. Ma coiffeuse lui a parlé du festival, et il a dit oui, je viens de la part de Julie, c'était ma coiffeuse quand j'habitais encore chez mes parents sur Angers à l'époque. Et improbable, et elle m'a dit oui, il va adorer le festival, mais j'ai dit mais il débarque d'où? Enfin c'est étrange parce que c'est une culture avec des codes étranges, c'est très extrême, mais apparemment ils ont adoré. Déjà ils ont été avant tout séduits apparemment par l'ambiance du festival. Ouais, il y a ça aussi, ça fait longtemps que je suis pas allé dans un festival de cinéma. Surtout de cinéma de genre, et effectivement moi c'est toujours ce qui me manquait depuis y aller, c'est l'ambiance générale qu'il pouvait y avoir, quoi. Et ça j'imagine que ça doit aussi toucher pas mal de monde. C'est un truc qui se fait beaucoup, enfin qui se faisait beaucoup au Japon il y a longtemps, ça se fait beaucoup moins maintenant. Le Covid a un peu tué tout ça, mais et donc ouais, c'est un peu un truc qui me manque, donc j'imagine, pour avoir vu quelques vidéos report et certaines images, je vois à peu près comment ça se passe, ouais. C'est ça, tu vois, c'est très punk totalement, et c'est très punk, et à la fois toujours début avec de mauvais goût partout, des références qui passent pas, mais qui passent qu'ici, et justement pour les personnes qui sont extérieures à ce milieu mais qui veulent quand même découvrir l'expérience. Les premiers, c'est assez drôle, mais les premiers, en fait, on va dire touristes qui sont venus au départ en spectateurs, c'est mes parents. Mes parents viennent au festival. C'est cool, et mes ça. parents ne sont pas du tout intéressés par ce cinéma, vraiment. Pour le coup, moi j'aime ce cinéma, mais ça m'est venu naturellement. Il y a personne dans ma famille qui aime ça, donc mes parents à la base sont pas du tout portés là-dessus. Et ils adorent y venir, ne serait-ce que pour l'ambiance, en fait. Je pense que ça contraste tellement avec, à mon avis, les endroits où on va au quotidien, ce qu'on fait au quotidien, que ça doit être un contraste assez libérateur, en fait. Et puis c'est ce qu'on attend aussi, je pense, de ce genre d'événement. Si c'est pour aller dans un festival de cinéma extrême ou de musique extrême pour se retrouver à s'emmerder comme au Hellfest, par exemple, je vois pas tellement l'intérêt. Ou au Motoculteur, par exemple. J'ai pas mis ma casquette ce soir, je la mettrai pour le festival. Ah là là. Et est-ce qu'il y a une couverture médiatique pour l'événement? Est-ce que vous avez des journalistes, des professionnels de la communication, des youtubeurs, des streamers, des influenceuses beauté qui viennent couvrir l'événement, ou comment ça se passe? Beaucoup d'influenceuses beauté. J'imagine. Ouais, elles viennent nous faire des sponsors, elles viennent nous faire du mécénat, faire essayer du botox et tout. Non, en fait, alors, on a, on va dire, un petit peu une base d'irréductibles dans certains médias qui, tous les ans, parlent un petit peu du festival et tout ça, des médias comme Sueur Froide, La Spirale, Oh My God, Horror.com, voilà, un petit peu tout ça. Et parfois, de manière ponctuelle, il y a des un peu plus gros médias qui viennent s'y intéresser de près ou de loin. Ça dépend un peu d'une année à l'autre, et généralement, ça se fait. Je connais quelqu'un qui est dans tel média, mais ça se fait quand même très rarement de manière spontanée. Genre, j'ai jamais un inconnu qui vient me voir. Bonjour, je travaille pour
pour Vice Magazine, on veut parler de votre festival. Non, généralement, c'est qu'avec le réseau, je connais quelqu'un qui travaille là-dedans. Il me dit, tiens, je pense dans tel magazine, ça pourrait être cool de. Et voilà, par exemple, l'an dernier, on a eu une vidéo au festival et c'était très cool le média Le Bonbon Nuit. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le quoi, pardon? Le Bonbon. C'est un média un peu du style, un peu Trax et tout ça, tu vois. Ah oui, ok, oui, d'accord. Ouais, je vois. Ouais. Ils nous ont fait une vidéo l'an dernier parce que du coup j'avais un pote qui était journaliste chez eux et il m'a dit très trop bien, je bosse en ce moment chez eux, on pourrait faire, et ils nous ont fait une très très sympathique vidéo. Et voilà, j'ai eu aussi des interviews de Hot Vidéo, oui. Hot Cool. Vidéo, ouais, c'était assez sympa. Et pareil, j'avais un pote qui bossait dedans, j'ai déjà eu Lui Magazine. Pareil, un pote qui bossait dedans, et des trucs comme ça, un peu technique art aussi, des choses, ouais, c'est improbable en fait, mais ça arrive, il suffit que j'ai un ami ou un contact qui bosse dedans, et parfois... C'est pas Eric Nolot Ah non, c'est Playboy, lui, qui l'a repris. Non, je connais pas personnellement Eric Nolot. Non, moi non plus, mais bon, il y a Juju qui demandait si Mad Movies couvrait l'événement. Question épineuse. Non, il ne le couvre pas, comment dirais-je, des vieilles rancures pas très justifiées de certains côtés, qui font que du coup il n'y a pas trop de collaboration possible à ce niveau, ce qui est dommage en soi, mais bon, tant pis. Mais non, du coup rien de la part de Mad Movies. Peut-être l'ancienne équipe, en plus on a déjà eu, enfin l'ancienne équipe aurait sûrement collaboré avec plaisir. D'ailleurs on a Damien Granger, qui était un ancien rédacteur en chef de Mad Movies, qui était dans notre jury, qui communique très régulièrement sur le festival et tout, mais l'équipe actuelle, la direction actuelle, c'est pas vraiment la même idée, enfin c'est pas vraiment la même mentalité, on va dire. Voilà. Ouais, moi je le lis plus depuis très très longtemps, mais j'ai été un lecteur acharné au début en fait du magazine, après quand il est passé de fanzine à magazine, et j'étais même abonné pendant des années quand j'étais au Japon, il me l'envoyait. Ça se trouve, si je retrouvais le responsable des abonnements des années 90, il se rappellerait de l'exemplaire chaque mois qu'ils envoyaient au Japon pour le même prix qu'un frais d'envoi. Et ouais, c'est vrai qu'il parlait beaucoup de petits, enfin de cinéma Z, de festival extrême, de trucs comme ça. Et j'ai pas l'impression qu'on le retrouve. Ah non, maintenant c'est couverture, c'est Mad Max, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le dernier Jurassic Park, c'est un peu ça maintenant. C'est ça, c'est assez... Bon, après, c'est un peu normal. Il y a la majorité des magazines de cette époque, bon, ils ont disparu, mais ceux qui restent, ils ont été obligés de se recycler un petit peu. Il y a quelques fanzines qui sont plutôt bien, qui partent du festival. Alors, après, c'est pas forcément des trucs très très réguliers, mais il y a des fanzines, Medusa Fanzine. Je sais pas si tu connais. Non. C'est des fanzines, c'est plus underground, mais ils font vraiment du beau boulot. Après, c'est pas forcément sur les actualités. Mais ils sortaient des numéros de manière régulière. Je sais pas s'ils continuent à en sortir, mais c'était géré par David Didlot pour Vidéotopsie et Didier Lefebvre pour Medusa. Et c'est vraiment des très bons fanzines, si jamais. Ok, d'accord. Bah écoute, non, moi j'ai battu un peu le rappel de mes camarades. De mes camarades youtubeurs en général autour du thème cinéma, true crime, tout ce qui pourrait être. Mais bon, c'est vrai que les gens ne sont pas... c'est assez bizarre de voir qu'il y a une espèce d'appréhension aussi par rapport à l'extrême underground. Il y a toujours des ah, mais c'est quoi exactement? Tu m'envoies des liens, tu fais voir. Je donnerai pas le nom de cette personne, mais ouais, je sais pas, parce que ouais, après non, mais parce que si on me reconnaît, enfin tu sais, si on te reconnaît, les gens seront gentils avec toi, je pense. Ils viendront te dire bonjour. Et au pire, même, ils t'embêteront pas si ils voient que t'es pas disponible. C'est assez étrange. Enfin bon, c'est comme ça. Ça va être le moment de nous parler un peu de cet événement parallèle au festival, parce qu'on arrive, il est 21h, je pense que les enfants sont couchés. Tu m'as parlé donc d'une messe noire, d'un rituel satanique. Non, c'est pas ça. Tu m'as parlé d'un truc qui aurait lieu en parallèle, un événement, oui. Une performance.
Oui, effectivement. Bah, en fait, là, cette année, sur le créneau, donc le samedi 8 mars, sur le créneau 16-20 heures, on organise une double performance dans un lieu privé, du coup, parce que, comme je dis, on peut pas vraiment faire ça dans des lieux publics. D'ailleurs, il y avait un lieu public, c'était presque bon. C'était presque bon. J'ai commencé à négocier avec eux et quand ils ont vu plus en détail quel était le programme, ils se sont ravisés. Ils se sont ravisés, donc c'est bon, tant pis, ok, bon, bah, ça sera lieu privé et puis c'est tout. Et voilà, donc en fait, il y a deux performances. Bon, il y en a une, je peux communiquer plus ou moins assez facilement dessus, parce qu'on avait déjà fait à la 4e édition. C'est une performance, attention, intitulée Vendeur, porno vomit gore. Ok. Donc, oui, c'est un... ouais, d'accord, je vois, c'est un peu genre Club Dorothée, Visiteur du mercredi, tout ça, c'est ça? À peu près. Ok. À peu près. Ouais, Non, c'est une performance en fait, on va dire en plus ou moins participatif, c'est-à-dire que le public est autour et on va dire est sollicité passivement à rentrer un peu en interaction avec ce qui se passe. Mais en gros, ça c'est un mélange de porno, donc le porno est faux du coup, hein, de vomi, le vomi est vrai. Ah, Du vrai vomi, voilà, oui, et une tout le chose. monde vomit vraiment, donc du coup ça fait des odeurs assez particulières, il faut pas être hémétophobe forcément. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Et gore est mi-vrai, mi-faux. C'est-à-dire que je dis mi-vrai, un, deux, pardon. Mi-vrai parce que par exemple, il y a des vrais organes animaux, des choses comme ça. Donc voilà, après notre sang, c'est du faux, mais du coup, ouais, c'est un petit peu un mélange. Et quand la performance se passe avec les lumières, avec tout ça, on sait pas vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux en fait. Donc c'est ça, en fait, il se passe plein de trucs assez dégueulasses sur des espèces de lumière chromatique un peu et sur de la noise bien vénère. Et donc on avait fait une performance comme ça. C'est un ami qui s'appelle, enfin son nom de scène c'est Realistic FX Times Dead. Il fait des performances comme ça un peu partout, généralement il traumatise tout le monde tout le temps. Et ça arrive que les performances ne puissent pas se terminer, que tout le monde se barre avant la fin. Sauf dans quelques endroits comme chez nous, mais même chez nous, il y a quand même des réactions un peu vives, parfois des manèges. On avait un manège l'an dernier qui avait été filmé d'ailleurs. Donc on a filmé le mec, après j'ai un ami qui l'a filmé à la sortie de son manège. Du coup, ça va et tout, en mode. C'était assez rigolo. Et voilà, donc ça, c'est une des deux performances. Viola me Et la demande, est-ce que c'est façon opéra porno social? Alors, non, c'est pas social du tout, justement. C'est pas social du tout, c'est beaucoup plus Asocial. organico-gore. C'est Ah, ok. beaucoup plus body horror, organique gore et beaucoup plus gratuit, hein, clairement beaucoup plus gratuit. Mais je vois de quoi il parle des trucs de Jean-Louis Coste un peu. Hmm. Mais c'est un peu différent, c'est beaucoup plus gratuit. Beaucoup plus Ah bah c'est gratuit, ce qu'elle m'a beaucoup dit, ouais, plus- c'est qu'elle faisait référence à Coste. Moi aussi c'est à ça que je pensais. Ok. Et il est pas mort en fait, Coste, finalement. Non, il est pas mort, et d'ailleurs, ah bah, c'est marrant que t'en parles parce que le film surprise, bon, sans rien dire, il y a un rapport avec Coste. D'accord, ok. Ouais. Donc, le film surprise de la fin de nuit du samedi. D'accord. Mais donc non, c'est beaucoup plus gore. Déjà, c'est beaucoup plus gore que Cos. Que Cos, c'est porno, c'est dégueulasse. J'avais déjà vu des trucs, mais c'est pas gore parce que bah, Cos, il bosse pas dans les effets spéciaux. Mon pote, oui, mon pote, il sait faire des énormes carcasses humaines, des faux corps, des faux strips, des fausses têtes. Donc forcément, ça change tout dans la mise en scène du truc, quoi. Donc ça, c'est une des deux performances et c'est la plus ludique. Donc déjà, si les gens trouvent ça un peu dérangeant, c'est la plus ludique des deux. D'accord, bah c'est cool. Voilà, et la deuxième, c'est un autre truc, c'est que du vrai pour le coup, la deuxième. Et c'est un truc plus dans le trip BDSM, mais vraiment, vraiment hardcore. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle on est obligé d'avoir une communication un petit peu privée sur le truc. Mais voilà. D'accord, oui, j'imagine bien. Ouais, ok, je vois, intéressant. Et donc ça. Si tu veux en off, évidemment. Mais... Oui, bah, bien entendu. Là, je peux pas trop. Alors j'essaierai de couper mon micro cette fois parce que il y a des fois le off, il y a quelques personnes qui en profitent. Évidemment, s'il y en a dans le chat qui sont intéressés sur ça, n'hésitez pas à venir ou moi ou Alexandre
contacter en privé pour qu'on vous en dise plus, mais voilà, c'est juste que là je sais pas qui écoute le live et tout. Et... moi non plus, il y a parfois du passage du tout même. Viola me dit, vu que Tinam connaît aussi Julian Oasis, n'est-ce pas? Effectivement, Julian Oasis justement avait fait, il était dans le jury il y a je crois 2 ans. Il revient cette année, juste dans les spectateurs parce qu'il avait beaucoup aimé le festival et parce que c'est devenu un pote. Et Julia fait aussi des performances, notamment avec Alessandra Zerbinati, qui font des performances assez hardcore tous les deux. Et justement, Julien m'avait proposé une perf cette année, mais le problème c'est que on a plus de créneaux et il m'a proposé après. Donc c'est pas impossible qu'on organise une perf de Julian Oasis une des années. Julian Oasis qui est le réalisateur de She's Night, qui est un court-métrage aussi très extrême qu'on a diffusé au Sadic Master. Voilà. D'accord, ok. Au niveau de la programmation, oui, et ça a lieu à quel moment? Excuse-moi, j'ai oublié de te demander. Ça le festival non, pas le festival, on va en reparler, mais les performances, c'est... En fait, c'est durant le festival. Okay. C'est à la base, en fait, le samedi, dans l'après-midi ou au début de soirée, il n'y a rien. Mais là, du coup, le samedi, donc 8 mars, sur le créneau 16-20 h, en fait, ça va être sur ce créneau-là qu'il va y avoir les 2 performances. D'accord, au moment où il n'y a pas de film. C'est ça, et après, du coup, on reprend avec la nuit complète, donc on se change d'endroit, on retourne au cinéma. Et là, du coup, il y a des films de 23 h à 6 h du mat. D'accord, ouais, donc c'est pas pour les vieux, quoi. Non, pas trop, mais bon, après... Genre, il y en a qui veulent partir avant, mais c'est dommage, c'est dommage. Oui, mais je sais bien, j'imagine. Ah, putain. Le mec qui est obligé de prendre des cachetons le soir à 23 h, sinon il meurt, et que ça le fait dormir, il peut pas aller jusqu'au bout du festival. Remarque, s'il y a un mec qui meurt pendant la projection, ça peut vous faire de la pub aussi. D'ailleurs, tu sais que ça a déjà failli arriver une fois. Hein. Ah ouais? Ouais, un mec qui a fait un manège justement lors du film Sacrifice. Un mec qui est sorti de la salle et il était pas bien, il a tangué, il s'est mangé la porte dans la gueule en sortant. Et il a voulu aller aux toilettes pour se passer de l'eau sur la tête ou je sais pas quoi. Et il s'est gouré de couloir. Du coup, il est descendu vers les escaliers qui descendaient vers le bas. D'accord. Vu qu'il tenait à peine debout, en fait, il a failli tomber dans les escaliers. Et c'est notre pote de la sécu qui l'a rattrapé de justesse. Sinon, le mec dévalait toutes les marches alors qu'il tenait pas debout déjà. Donc on aurait peut-être pu avoir un mort, quoi. Et après, on l'a aidé, ce qui s'était pas bien, on l'a aidé à ça. Donc c'était assez impressionnant. C'est la première fois que je vois vraiment un vrai malaise vagal en direct dans une séance de ciné, quoi. Ouais, sympa. Sympa.